Bienvenue à tous, donc je suis Stéphane de Quartier Libre. Je vais vous expliquer en quelques mots et surtout en temps assez restreint, parce que Virginie m'a bien dit que j'avais 45 minutes, donc on ne va pas dépasser. Et pour gagner un petit peu de temps, comme Jean-Pierre l'a dit, il y a Julie de l'autre côté sur le chat qui connaît parfaitement la destination. N'hésitez pas, vous lui posez des questions pendant que je parle. De toute façon, je ne vous entendrai pas. Et puis, elle vous répond tout de suite. Donc, vous avez la réponse tout de suite. Elle répond en direct. Comme ça, vous n'oubliez pas votre question. Et à la fin, si vous voulez, on peut rediscuter pour avoir d'autres, si vous avez d'autres précisions à avoir. On est tout bon Virginie, on voit bien mon écran là, c'est bon? On est tout bon, on voit bien ton écran, on voit la magnifique photo, donc tu peux y aller Stéphane. Allez, c'est parti. Donc, on va partir. Si j'arrive à descendre. Je suis déjà bloqué, c'est superbe. Je ne sais pas pourquoi je suis bloqué, déjà tout à l'heure. Voilà. Donc, on part sur l'Islande. Donc, l'Islande, c'est très simple. C'est un continent qui est entre le Groenland et l'Écosse. Entre Groenland et l'Écosse, on est à peu près à 3h25 de Paris en vol. Pas besoin d'avoir… le passeport est le bienvenu, mais vous pouvez partir avec votre carte d'identité. Jean-Pierre en parlait, en ce moment, c'est un petit peu compliqué de voyager. On peut voyager en Islande si on est déjà vacciné et si on a eu le Covid dans les 4 mois, je crois, et qu'on est guéri, bien entendu. Donc, quand vous arrivez, test petite PCR, là, pof, pof, et hop, au bout d'un quart d'heure, c'est bon, et vous pouvez partir faire votre périple. Donc, actuellement, il y a déjà des Français qui partent, notamment pour faire des autotours, location de voiture avec hôtel, et on leur prépare un petit périple, et notamment, ils vont aller voir le volcan. Donc là, je vous ai mis une petite carte, vous avez vu. Donc, vous avez plusieurs fois l'Islande, bien entendu. Donc, nous, on va faire l'Islande en 8 jours ou 9 jours. C'est celle qui est en haut à gauche. Donc, on va faire le tour de l'Islande. Si vous voulez rester autant de temps, mais faire moins de kilomètres, eh bien, vous avez la deuxième Islande, deuxième carte qui est juste en dessous. Donc, ça, c'est la gamme oxygène où on fait moins de kilomètres. Après, si vous avez un peu plus de temps, c'est le grand tour d'Islande. Et ensuite, à droite, je vous ai mis deux combinés. On ne comprend pas trop bien, mais c'est la Norvège. On peut combiner la Norvège et l'Islande puisqu'ils ont une histoire en commun. On va le voir ensemble. C'est les Vikings, bien entendu. Donc, on a deux programmes. On peut monter jusqu'au cercle polaire, etc. en Norvège et faire l'Islande. On continue. Donc, ça, c'est notre circuit. C'est notre circuit. On va faire le tour par la route numéro 1. La route numéro 1, il n'y a qu'une seule route qui fait le tour de l'Islande. C'est la route numéro 1. Elle fait 1339 km. Il y a de plus en plus de touristes sur cette route. Heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel côté on se met. Mais pour vous dire, comme il y a peu de touristes, certains ponts sont en sens unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de double voie. On doit attendre à l'entrée du pont pour voir s'il n'y a personne qui arrive en face et après on traverse. Et si le pont est un petit peu plus long, il y a des îlots au milieu pour qu'on puisse se croiser. Donc voilà, ça c'est la route numéro 1. Moins parcourue côté est de la Norvège, donc à droite. Voilà cette route numéro 1. L'Islande, c'est un quart de la France. Vous avez en bas à droite, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris, ici, vous avez le plus grand glacier d'Europe. Il est aussi grand que la Corse. C'est une des raisons pour lesquelles on ne traverse pas l'Islande. La route numéro 1 fait le tour. Il y a quelques routes qui passent ici. Le Landmannaugar est ici. Et le célèbre volcan qui, il y a 10 ans, on en parlera tout à l'heure, a explosé, était ici. Voilà, donc ça, c'est le survol, c'est la première image que vous avez quand vous arrivez en Islande. Vous arrivez par le sud, bien entendu. On voit ce plus grand glacier d'Europe et surtout toutes ces langues de glace, ces mers de glace qui viennent sur la mer. Là, c'est la mer. Et donc, vous avez, il faut imaginer, et on va visiter par là, la route numéro 1 qui passe entre le glacier et la mer. On arrive près de l'aéroport Keflavik. Et surtout, ce qui nous frappe en premier, c'est ce désert volcanique. Pas un arbre, très peu d'arbres en Islande. Pourquoi? Parce que les Vikings sont arrivés à peu près dans les années 900. Ils ont coupé beaucoup d'arbres pour se chauffer, pour faire des maisons, pour faire du charbon, pour faire du feu, puisqu'ils ont martelé le fer, pardon. Et surtout, après, le climat, on est vraiment à la limite du cercle
cercle polaire, vous verrez tout à l'heure, on ira jusque presque, on ira toucher le cercle polaire dans le nord de l'Islande. Donc, très difficile pour avoir des arbres, et le peu d'arbres qu'ils ont eu, ben, ils les ont coupés. Donc là, on est vraiment sur une mer de lave, bien entendu froide, et surtout, ce qui nous frappe, c'est donc le manque d'arbres et surtout ces failles. Vous voyez ces failles, et c'est dans une de ces failles que le volcan actuel, hein, puisque c'est dans cet endroit-là, à côté de l'aéroport, que le volcan est en train d'être en éruption. Alors, pas de danger, hein, j'ai des touristes qui y vont, et il faut un peu marcher, hein, quand même, il faut faire à peu près 2 heures de marche pour aller voir ce volcan-là, mais c'est un volcan qui n'est non pas explosif, mais qui est plutôt lave coulante. Donc, un très, très beau spectacle. On arrive, on va sur la région de Reykjavik, pardon, la capitale de l'Islande. Alors, l'Islande, un quart de l'Europe, un quart, pardon, de la France, avec toujours le glacier qui est grand comme la Corse. Le nombre d'habitants, ben, c'est à peu près 360 000 habitants en Islande. Reykjavik, pardon, et ses alentours, vous en avez déjà 260. Donc, il ne reste plus que 100 000 habitants pour tout le reste, pour le un quart de la France. Donc, il y a à peu près 4 habitants, en moyenne, il y a 4 habitants au kilomètre carré, mais vous verrez, il y a des régions où il n'y a même pas un habitant au kilomètre carré. Donc, Reykjavik, petite capitale. On fait le tour, alors selon les horaires d'arrivée, ou le premier jour ou le dernier jour. Là, dans la présentation, je vous l'ai mis dans le dernier jour. Juste un petit mot sur le Reykjavik. Reykjavik, ça veut dire la baie des chaleurs. Pourquoi? Parce que en 860, les premiers Vikings, alors on ne sait pas qui étaient les premiers Vikings, des Norvégiens, des Suédois, on ne sait pas encore. Moi, ma préférence, c'est plutôt le Norvégien. Il s'appelle Floki, et c'était en 870 qu'il est arrivé en Islande. Il a été le premier homme, pas à découvrir l'Islande, puisque c'était avant, c'était en 860, mais lui, il a été le premier à s'établir. Donc après, beaucoup de Vikings, donc de Norvège, de Suède, du Danemark, sont venus en Islande parce que la terre était assez fertile, et surtout, ben, c'était extraordinaire, c'était un nouveau petit continent pour eux. Et ensuite, on a même des Vikings qui sont venus d'Écosse, puisque je vous ai expliqué que c'était pas quoi, c'était équidistant entre le Groenland et l'Écosse, et l'Irlande du Nord. Donc il y a même des Vikings qui sont revenus là et qui ont amené le christianisme. C'était ces gens qui sont venus, ces Vikings de Grande-Bretagne. Donc, on passe un petit peu Reykjavik vite fait parce qu'on reviendra. Et surtout, là, on commence et on fait le Cercle d'Or. Donc, le Cercle d'Or, ce n'est pas très, très loin de la capitale. Allez, en 2-3 heures, on y est en autocar. C'est des autocars de bon confort. Les guides sont des guides quartier libre. Et on arrive, qui connaissent parfaitement la destination, et on arrive au parc national de Finkvellir. Finkvellir ou Pinkvellir, ça veut dire quoi en islandais, puisque l'islandais c'est du viking, ça veut dire la plaine du Parlement, puisque le premier Parlement au monde fut fondé en 930 par les Vikings à cet endroit-là. Exactement. Donc, c'est assez extraordinaire, et ils ne sont pas venus pour rien, ces Vikings-là. Pourquoi ils ont établi dans cet endroit-là? Parce que vous avez ici le rift, c'est-à-dire que vous êtes entre deux continents. Alors, ils l'avaient peut-être déjà compris à l'époque, mais surtout, ils avaient bien vu que cette faille-là, qui s'écarte à peu près entre 3 mm et 2 cm par an, cette faille-là est entre deux continents. C'est-à-dire qu'à ma gauche, là, côté ouest, vous avez les Amériques, et à ma droite, vous avez le continent européen. Et ces deux continents-là, par la tectonique des plaques, s'écartent, bien entendu. Et donc, c'est à cet endroit-là que la Terre est la plus jeune au monde. D'habitude, ces rifts-là, vous les voyez au fond de quoi? Ils sont au fond de l'eau, on ne les voit pas. Là, en Islande, non seulement vous les voyez, voilà, ça donne ça, le rift. Non seulement vous le voyez, mais surtout, vous pouvez marcher dedans. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous pouvez faire une photo en touchant à gauche l'Amérique et à droite l'Europe. C'est ça l'Islande, et c'est ça le parc de Pinkvellir. Ce n'est pas pour rien qu'il a été classé par l'UNESCO et qu'il a été choisi par les Vikings. On continue, et surtout, on arrive, voilà, à droite de cette photo-là, vous avez le lac. Un lac qui s'appelle le lac de Silfra. C'est une des eaux les plus
limpide au monde. Nicolas Hulot, à l'époque, quand il était journaliste et non pas politique, dans la politique, avait fait un Ushuaïa là-dedans. Moi, j'étais jeune, ça m'avait subjugué. J'ai vraiment voulu y retourner pour aller voir ça. J'ai eu la chance de plonger dans ce lac-là. Elle est plutôt fraîche, hein, je ne vous le cache pas, on a toujours une combinaison de plongée. Mais comme elle est tellement cristalline qu'on voit parfaitement jusqu'à 100 mètres. Donc, même si vous n'êtes pas plongeur, je vous conseille très fortement de descendre et de voir le bord du lac. Vous allez voir, il y a pas énormément de poissons, mais on voit vraiment la qualité de l'eau et c'est extraordinaire. On continue toujours dans le cercle d'or et on va dans un autre patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est Gueulafosse. Gueulafosse, intéressant ce mot. Pourquoi? Parce que c'est toujours du viking. Et le viking, c'est un petit peu comme l'Indien d'Amérique. C'est-à-dire qu'un mot, en vérité, c'est une phrase. Donc, chaque fois que vous allez voir fosse, c'est une chute d'eau, tout simplement. Donc, Gueulafosse, ce qui est intéressant, c'est que c'est une double chute d'eau. Vous avez cette première partie-là en haut qui fait 32 mètres de haut. Et ensuite, vous en avez une deuxième ici en bas à droite, ici qui fait 70 mètres de haut. C'est un mur d'eau. Voilà, on descend, il y a des escaliers. Et après, on va arriver sur cette plateforme-là qui est un peu plus aménagée maintenant, elle est en bois et puis il y a des balustrades pour pas qu'on puisse tomber, bien entendu. Et ça donne ça, le mur d'eau. Voilà, donc du bruit, bien entendu, de l'humidité. Et vous pouvez même voir, par temps très clair, avec le soleil, etc., un très, très beau rainbow, c'est-à-dire un arc-en-ciel. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi. Donc, on continue. Ça, c'est la 32 mètres. Et après, si vous vous tournez sur la droite, vous avez la 70 mètres. Et vous voyez cette faille-là, ce canyon-là, fait 2,5 km. Et donc, il y a une brume extraordinaire qui remonte. Là, vous voyez, je vous ai mis une photo de… Alors, j'y suis allé dans plusieurs saisons. Ça doit être une photo de printemps, c'est-à-dire c'est plutôt du avril-mai. Voilà. Ouais, c'est plutôt du mai même. Voilà, donc ça donne ça. Je continue parce qu'on n'a que 45 minutes et il faut visiter un petit peu l'Islande. Là, on va arriver dans… c'est notre premier contact avec la géothermie, puisque là, on arrive dans une serre extraordinaire, super grande, qui est tenue par une famille. Et cette famille-là, gentiment, grâce à la chaleur volcanique et donc à l'électricité volcanique, ça je vous expliquerai tout à l'heure, sur le lac de Mirvat, on va voir une usine géothermique. Là, bon an, mal an, 370 tonnes de tomates, il arrive à faire en Islande, tranquillement. Il fait venir ses abeilles des Pays-Bas pour polliniser ces tomates. Et donc, on va s'arrêter là, on va visiter, il va nous expliquer et surtout, on va manger dans cet endroit-là, notamment une très bonne soupe de tomates, bien entendu. Ensuite, on continue, toujours dans le cercle d'or, on est à très très peu de kilomètres. On arrive à Geyser, ou Geyser, qui a donné le nom de geyser, puisque ça vient d'Islande. Donc, des marmites d'eau chaude, qui donnent comme ça, pardon. Il faut faire attention, elles sont très avenantes. Je vais vous en faire voir une autre. Vous voyez, ça fume, l'eau est cristalline et tout. Ça prête, ça invite à se baigner ou au moins à la toucher. Surtout pas, surtout pas. C'est de l'eau qui est entre 60, 70, 80, quelquefois 90 degrés. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, Geyser, je vous l'ai présenté tout à l'heure vite fait. Hop, il est là. Eh bien, la maman, elle est un petit peu fatiguée. Ça fait des années et des années qu'elle ne souffle plus. Des fumerolles, on voit. Toujours un petit peu d'eau chaude qui coule. Mais surtout, donc ça, c'est des petites vasques d'eau chaude. On a, voilà, Strokure, le fils, pardon. Strokure, qui commence par… C'est là-bas qu'il y a les geysers et tout. Oh, c'est trop beau l'Islande. Hein. C'est exactement ça. Donc, ça commence par une grosse bulle de gaz. Donc, ça fait vraiment une grosse bulle. Et après, ça explose. Ça explose. C'est le geyser le plus régulier et surtout le plus actif du monde. Il est actif tous les 3 à 5 minutes et ça monte sur 20 mètres de haut. Ça donne ça. Donc, on peut… Vous voyez, ce n'est pas comme aux États-Unis ou etc. L'Islandais, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de touristes, pense que le touriste fait attention aux choses. Donc, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de choses comme ça. Il y avait juste, vous avez vu tout à l'heure, une petite corde pour pas que vous tombiez dans l'eau parce qu'elle est assez chaude, même bouillante. Donc, voilà, ça, c'était mon cercle d'or.
Ensuite, je continue. Vous voyez à gauche, en haut à gauche, le nom de cette fosse, puisque c'est une chute d'eau, donc ça finit par fosse. Seljalanjos Foss. Donc, on est sorti du cercle d'or. On a pris la route numéro 1. Je vous ai mis une petite carte en bas à gauche. Vous voyez, le cercle d'or était ici à Jezir. Donc, on redescend. On va aller sur le sud de l'Islande, toujours sur cette route numéro 1. Et ce qui est très joli sur cette chute d'eau, c'est qu'on peut passer derrière. Voilà. Là, vous voyez un petit peu le chemin derrière. Il y a une deuxième chute d'eau. Je vous ferai voir une photo tout à l'heure, juste après, là, dans 2-3 slides, juste là, qui est très intéressante. Donc, on s'arrête. Voilà. Là, j'ai un petit touriste qui est passé derrière. On fait de très, très belles photos. Et ensuite, sur la deuxième chute d'eau qui est un peu plus à gauche, voilà. Là, vous êtes vraiment en dessous de la chute d'eau. Donc, vous pouvez passer derrière sur celle-ci et après, un peu plus loin, à 200 mètres, vous en avez une autre où on est carrément dessous. Et ça, c'est très, très impressionnant. Je devais voir. Normalement, bougez pas. Une petite vidéo. Voilà, ça, c'est quand j'ai pris la vidéo derrière la chute d'eau au coucher du soleil. C'est vraiment très impressionnant. Ensuite, on passe sur une deuxième chute d'eau, c'est Skogafoss. Skogafoss, c'est l'intarissable. C'est l'intarissable, c'est-à-dire que là, vous êtes sur une chute d'eau qui fait 60 mètres de haut, 25 mètres de large. C'est des paquets et des paquets d'eau qui coulent, qui coulent, qui coulent. Je ne sais pas si vous… Hop. Je vais revenir par là. Ça fait comme ça. Voilà. Ça, c'est mon Skogafoss. Voilà. Donc, on peut vraiment s'approcher de Skogafoss. On ne peut pas se passer derrière. Et c'est dommage d'ailleurs, parce qu'il paraît, la légende dit qu'un roi viking avait mis son trésor derrière cette chute d'eau-là. Donc, on a visité les trois plus connues chutes d'eau d'Islande, de cette région-là. Et on continue toujours en direction du sud. Et on va croiser le volcan de Eyjafjallajökull. Kul, ça veut dire le fils d'eux. Rappelez-vous, c'était le volcan qui a embêté tout le monde. C'était en 2010. Il avait bloqué tous les aéroports d'Europe. Et bien, il était là. Il était dans le sud de l'Islande. En ce moment, on peut le voir, il est bien reposé. Il est même enneigé. Il y a un glacier dessus. Donc, on va contourner le glacier. Et je vous ai mis une petite carte pour vous expliquer la tectonique des plaques et surtout tous ces volcans. Excusez-moi. Donc là, on a vu tout à l'heure, on était à Keflavik, c'est l'aéroport ici. Là, je vous ai parlé du volcan qui est en ce moment en éruption. Il est ici, pile poil sur la faille. La faille s'est ouverte et le magma est remonté. C'est une lave qui coule, ce n'est pas un volcan explosif. On est allé au cercle d'or. Le cercle d'or, je vous avais expliqué la tectonique des plaques, le rift, donc la terre qui s'ouvre et les deux continents qui s'écartent, puisqu'on s'écarte des Amériques. Donc, c'est ici, c'est en numéro 2, donc toujours sur une faille. Ensuite, là, c'est le Eyjafjallajökull qu'on vient de voir. Ici, c'est un autre volcan. C'est le volcan de… Ça va me revenir, de toute façon, on va aller le voir tout à l'heure. Et là-dessus, vous avez le lac de Mirvat, et vous avez aussi, on va visiter un volcan, et là, vous êtes aussi toujours sur la faille. Donc, vous avez bien compris, de ce côté, en haut à gauche, c'est l'Islande qui va vers les Amériques, et en bas à droite, c'est l'Islande qui va vers l'Europe. Donc, on peut dire que l'Islande est un continent, est une île qui s'agrandit. On continue sur la route numéro 1. Là, on est vraiment sur le sud-sud de l'Islande. Vous le voyez, je vous ai mis une petite flèche rouge. On est sur Vik, qui est la capitale de la laine islandaise. Tout petit village, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est sur le village de Vik, c'est cette partie volcanique, mais surtout, c'est cette montagne-là qui abrite énormément d'oiseaux, notamment des macareux. Donc, les macareux, c'est plutôt du mois de mai jusqu'aux dernières semaines d'août. Après, ils partent. Donc, ils viennent, ils font des trous dans la falaise, puisque les nids sont enterrés dans la falaise, et ils sont tranquilles là-bas, ils n'ont aucun problème.
Vic est connu surtout pour ses plages aussi de sable noir. Ça a été classé dans les années 90 par un magazine spécialiste de la mer et des îles dans le monde, plus belle plage du monde. Donc, sans doute pas pour la qualité et la chaleur de ces eaux, mais parce que c'est quand même l'océan, donc ça brasse énormément et on ne se baigne pas dans ces eaux-là. Mais c'est surtout par la grandeur de cette baie-là, en sable noir, avec, vous avez vu précédemment, voilà, ça, ce sont des, comme si vous avez déjà fait l'Irlande, eh ben, c'est des, je vais y arriver, excusez-moi, c'est la chaussée des géants, voilà. Donc, c'est exactement comme la chaussée des géants. Donc, c'est des pierres octogonales. Là, on ne peut pas marcher dessus parce qu'elles sont trop hautes, mais voilà, ça ressemble, c'est comme la chaussée des géants. Ensuite, donc, la grande baie de Vic, donc avec son sable noir, voilà ce que donne le sable noir. Donc, c'est un sable relativement fin. Il peut être granuleux, mais très très fin puisque c'est un sable volcanique. Donc, ça peut être comme de la poussière même. On continue. On continue, on continue. Et là, donc, tout à l'heure, j'avais oublié, c'était mon volcan tout en haut, c'est le volcan de Laki. Alors, le Laki, tout le monde, alors, le Laki est super important pour nous, Européens, et surtout pour nous, Français, parce que si vous voulez, le volcan de Laki, c'est une ribambelle de volcans. C'est à peu près sur une dizaine de kilomètres, pour ne pas dire 19 kilomètres. En 1783, tous ces volcans-là sont mis en éruption pendant plus de 8 mois, tous en même temps. Et donc, ça fait non seulement une mer de lave qui fait à peu près 570 kilomètres carrés qui ont déversé, et donc on les voit là, hein, puisqu'on s'arrête au bord de la route et on voit cette lave qui, depuis le temps, a pris de la mousse. Mais surtout, c'est important ce volcan de Laki. Pourquoi? Parce qu'en 1783, il paraîtrait qu'il y ait beaucoup eu, comme on a eu précédemment avec l'autre volcan, vous savez, où on n'a pas pu voler, il y a eu énormément de particules qui sont parties dans l'atmosphère. Ça a donné des hivers pendant des années et des années, des hivers très froids, qui ont fait baisser le rendement de l'agriculture en Europe et notamment en France. Et donc, 1783, Révolution française après, on a viré Louis XVI, et donc la République française vient de ce volcan, Laki. Donc, on remercie les Islandais. On s'arrête au bord de la route numéro 1 et on fait des photos de cette mer de lave. En passant de la mer de lave, après on arrive sur la mer de glace. Donc c'est grand comme l'Europe, c'est le plus grand glacier d'Europe. Et surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, il y a des langues de glace, des mers de glace, pardon, qui viennent dans la mer. Et donc la route numéro 1 passe vraiment entre la mer et le plus grand glacier d'Europe. C'est très impressionnant, ça donne ça. Pardon, excusez-moi. Donc vous voyez, à gauche et à droite, j'ai ma langue de glace, ma mer de glace qui vient vers la mer. Elle ne touchera pas la mer. Vous avez ma route numéro 1. Vous avez eu énormément de monde. C'est terrible. Ce n'est pas plus grand la route numéro 1, hein, comme je vous ai dit. Et surtout, ensuite, on arrive à Joukoulsarlon, qui est un grand lagon glacier. On voit la mer de glace derrière, ici, avec le glacier. Et donc, c'est cette mer de glace qui tombe dans ce lagon. La glace fond, se casse, bien entendu, de plus en plus à cause du réchauffement de la planète. Et donc, ça fait des icebergs. On voit ces icebergs-là. Et ensuite, on peut faire une croisière à l'intérieur. Ça, c'était le soir. Hein. N'ayez pas peur, il ne fait pas nuit comme ça en Islande. Donc, on peut le faire en Zodiac, mais surtout, on peut le faire en bateau amphibie. Et donc, vous voyez bien la mer de glace derrière. Et surtout, j'ai un petit film à vous faire voir. Qu'est-ce qu'on voit à la mer de glace? Ça donne ça. Vous avez des phoques qui sont… Donc là, ce n'était pas sur un bateau. Hein. C'était vraiment au bord de la mer de glace. Je n'ai même pas pris le bateau. J'avais des phoques vraiment à mes pieds. La mer de glace qui était ici.
La partie noire que vous voyez sur les icebergs, c'est de la cendre, puisque bien entendu, ces icebergs-là sont relativement vieux, et donc ils ont gardé les cendres qui sont tombées du volcan depuis des dizaines et des dizaines d'années. Voilà. Donc ces icebergs-là fondent. Ensuite, ils passent sous le pont de la route numéro 1 en direction de la mer. Ils arrivent dans la mer. Avec l'eau salée, le ressac, la chaleur, ils fondent, ils reviennent sur la plage, on le voit en haut à droite. Et surtout, ça s'appelle le plage au diamant parce que vous voyez les glaçons qui sont polis, qui sont fondus, et ça donne comme des petits diamants. C'est très plaisant de visiter, de faire des photos sur cette plage noire, bien entendu, puisqu'on est proche de Vic, et ces glaçons façon diamant. Je continue, et bien entendu, je continue le long de ce plus grand glacier d'Europe, 8400 km² quand même. Hein. Je vous ai dit, la Corse, c'est juste un peu plus petit que la Corse, c'est comme la Crète. Et ensuite, on arrive sur, voilà, toujours des glaciers. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment pris de la route. Hein. On est très, très proche. On arrive à Hoofn. Hoofn, c'est un petit village de pêcheurs. On s'arrête parce que on voit encore des phoques, si on n'a pas eu le loisir d'en voir, puisque là, vous avez encore un lagon non glacié. Voilà, ça donne ça, vous voyez. Mon lagon, il est ici, donc les eaux relativement calmes. Derrière, vous voyez toujours en haut à gauche mon glacier qui vient sur la ville de Hoofn. C'est la capitale de la pêche, donc on fait beaucoup de pêche. C'est réputé pour du saumon, mais surtout pour les j'allais dire les écrevisses. Ce n'est pas des écrevisses, mais vous avez reconnu. Donc, Homard. Voilà. Ce n'est pas du homard, c'est plus petit, on va y arriver. Langoustine. Langoustine. Je l'ai eu. J'ai langoustine. Donc voilà, les phoques, tout ça. On continue toujours sur la route numéro 1. De très, très beaux panoramas. On s'arrête régulièrement sur notre périple. Le guide est là pour vous expliquer plein de choses, notamment, là, vous voyez, c'est une couleur du soir, c'est fantastique. Ce qui est intéressant en Islande, c'est qu'en parlant du couleur du soir ou du matin, c'est que comme vous êtes proche du cercle polaire, vous voyez à droite, c'est ma route numéro 1, une petite route, hein. C'est que quand le soleil se couche, ça met presque 1 heure. Autant chez nous, c'est pendant un quart d'heure, vous voyez. Entre chien et loup, on sait que, allez, on n'a plus qu'un quart d'heure, il faut rentrer parce qu'il va faire nuit. Là-bas, non. Dès que le soleil se couche, on est tellement haut, proche du cercle polaire, que ça dure pendant presque 1 heure. Ensuite, on arrive sur la région des fjords. Donc, les fjords, si vous avez eu la chance de partir en Norvège, vous en avez vu. Là, on en a d'autres. Qu'est-ce que c'est un fjord? Un fjord, voilà, c'est tout simplement une vallée glaciaire. Donc, il y avait à cette place-là, anciennement, un glacier, une langue glaciaire, une mer de glace qui allait vers la mer, donc qui a bien raboté cette vallée-là. Donc, c'est pour ça que c'est bien lisse sur le côté. Il a poussé tout ce qui est sable, gravier, rocher au fond de la vallée. Et ensuite, ce glacier a fondu et donc il y a de l'eau de mer qui est rentrée. Ce qui est intéressant, un peu moins en Islande, mais en Norvège, mais un petit peu en Islande, c'est que bien entendu, vous avez de l'eau, des sources d'eau, de l'eau douce qui tombent le long de ces fjords. Donc l'eau de mer et l'eau douce se mélangent et comme elles n'ont pas la même densité, dans le même endroit, dans un fjord, selon la profondeur à laquelle vous allez pêcher, eh bien, vous allez sortir des poissons d'eau douce ou d'eau de mer sur le même endroit. Voilà. Quelques bateaux échoués, là c'était une barge américaine, des petits villages. Je vous ai fait 2-3 petites photos sur des villages typiques islandais, petits, hein. Là c'est des villages, alors pas celui-ci parce que c'est un ancien village, mais sinon, un village en Islande c'est quoi? C'est quelquefois 100, 200 personnes, quelquefois 400 personnes, mais grand maximum. On est vraiment dans la région où il y a le moins d'habitants. Donc on continue notre route numéro 1 et on va faire il y a quelque chose qui va vous interpeller dans notre périple, c'est notamment cette couleur verte qui ne donne pas très bien sur la photo, mais c'est un vert très très vif, très très clair. Et alors ça peut être de l'herbe, mais surtout la plupart du temps c'est de la mousse. Vous voyez, j'ai mis ma main dedans pour vous faire voir la profondeur de cette mousse-là. C'est vraiment de la mousse très très profonde.
Et ce qui est intéressant, c'est sur la photo de gauche, vous n'oubliez pas, terre volcanique, donc bien noire. Généralement, la nuit peut être humide, donc le matin, les roches sont humides, donc c'est du noir profond. Avec le soleil, le noir va sécher, donc la roche va s'éclaircir et surtout, le vert va ressortir et surtout, c'est beaucoup plus vert quand on est proche de l'humidité. Donc, il suffit que vous ayez un petit cours d'eau sur cette montagne-là, vous aurez un vert bien clair à l'intérieur du cours d'eau et à l'extérieur un peu plus bien foncé au milieu et bien clair à l'extérieur. Donc, c'est de la mousse. Et vous avez toujours des moutons, puisqu'il y a beaucoup plus de moutons en Islande que d'Islandais. On a fini le côté des fjords. Je regarde l'heure si je suis bien. Je suis très bien. Et on revient côté nord de mon Islande. Là, on va traverser toujours par la route numéro 1 une région assez désertique qui donne ça, mais très intéressante, puisque là, vous avez de très, très belles couleurs de volcans, donc toujours noir, là où on traverse carrément, la route numéro 1, on le voit bien droit, traverse carrément une mer de lave, avec énormément de trous, etc. Voilà, vous voyez sillonner ma route numéro 1. Ma route numéro 1 continue. Beaucoup de chevaux en Islande, et je vous en parlerai tout à l'heure, mais il faut faire attention. Beaucoup de moutons qui traversent la route, qui sont sur la route, et de chevaux aussi. Donc, il faut être très prudent sur la route. Toujours ma route numéro 1. Et ensuite, on arrive sur Dettifoss. Dettifoss, c'est la chute d'eau la plus puissante d'Europe. La plus puissante d'Europe, vous voyez les petits hommes, les petits bonshommes juste à côté. C'est très simple. La plus puissante d'Europe, c'est quoi? C'est 500 mètres cubes d'eau à la seconde. C'est 45 mètres de large et surtout, c'est 100 mètres de hauteur. Ça fait du bruit, messieurs, dames. C'est impressionnant. L'eau est toujours de couleur un petit peu marron. Voilà, on la voit bien avec mes petits touristes qui sont devant. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau qui vient directement des glaciers, la fonte des glaces. Hein. Donc, ça charrie énormément de terre, de gravier et de sable. Mais ce qui est intéressant, et je voulais vous le partager avec vous, je vais essayer de vous faire ça, c'est la puissance de cette chute d'eau. Voilà ce que ça donne. Oh, bien entendu, même s'il fait beau, on se fait mouiller à Dettifoss. C'est certain. Oh, pardon, ça c'est après. Top. Voilà, je reviens sur Dettifoss. Voilà, ça c'est une autre chute d'eau qui est un peu plus loin. Et ensuite, on arrive sur le lac de Midvat. Le lac de Midvat, assez particulier, il a été créé il y a 2300 ans. C'est tout simplement la rencontre entre une mer de lave qui a croisé un gros cours d'eau. Et donc, la mer de lave, avec l'eau, s'est figée, a fait comme un barrage, et donc ça a créé ce lac de Mirvat qui abrite énormément d'oiseaux, c'est classé, hein, c'est protégé, et surtout beaucoup de choses à voir. Je vous ai fait une petite vidéo au-dessus de lac de Mirvat. Donc, on va arriver là-bas, en face. Donc là, on voit un petit peu des fumerolles. On y retournera en fin de matinée. On va à gauche, vous allez avoir le lac de Mirvat. Là-bas, en haut à droite, c'était un volcan. Ici, on va encore croiser un volcan. Là, vous allez avoir des pseudo-cratères que l'on va visiter. Et là, je suis carrément sur un cratère. Ça, c'est le lac de Mirvat. On passe une journée entière sur le lac de Mirvat. C'est extraordinairement beau et intéressant. Plein de choses à voir. Notamment, je reviens, ça donne ça. Donc, qui dit bien sûr activité volcanique, dit source d'eau chaude. Donc, il y a de nombreuses sources d'eau chaude un petit peu disséminées à peu près dans toute l'Islande. On s'y baigne, été comme hiver, puisqu'elle est à 40 degrés, des fois un peu plus, des fois un petit peu moins. Mais ce qui m'a fait rire sur cette route-là, c'est cette douche avec un petit évier aussi. Donc, j'ai profité de cette douche-là, puisque j'étais en sorte de petit camping-car et c'était beaucoup plus pratique de prendre ma douche
à cet endroit-là que à l'extérieur de mon camping-car. Donc, on arrive et on croise encore une fois une usine thermique. Donc, c'est très simple. En Islande, on voit ces tuyaux, c'est qu'ils creusent la terre, géothermie, je vais y arriver, la géothermie. Ils creusent la terre pas très loin, ils n'ont pas besoin d'aller très très loin. Et d'ailleurs, dans cette région-là, vers Myrvat, une fois, ils sont allés un petit peu trop profond et c'est carrément la lave qui a jailli. Et pendant des jours et des jours, elle est sortie, donc ils ont été bien embêtés et ça a détruit même certaines installations. Quoi qu'il en soit, ils font un trou. Ils s'approchent de la lave, ils envoient de l'eau. L'eau, au contact de la lave ou de la chaleur, revient en gaz. Et donc, comme une cocotte minute, va faire tourner une turbine et la turbine va créer de l'électricité. À plus de 95%, l'électricité est verte en Islande et de nombreuses villes sont chauffées par la chaleur de la géothermie. Voilà. Donc, on continue toujours à la rencontre du volcanisme en Islande. Là, j'arrive sur un Lerunjukur, qui est un lac assez laiteux, très intéressant. Vous voyez, il y a beaucoup de soufre tout autour, une odeur assez forte d'œuf. Donc, ça donne des images comme ça, assez magnifiques. Je vais vous faire voir un petit film là-dessus. Hop, ça donne ça. Donc, vous avez la mer de lave. C'est une grande mer de lave qui va jusqu'au lac de Myrvat. C'est une coulée de 19 km avec de nombreuses fumerolles tout le long. On va aller voir ça, bien sûr. On s'arrête sur ce lac-là et après, on va monter un peu plus haut. J'ai une deuxième vue à la suite. Voilà, là, je suis en haut. Je suis sur le mont. Et donc, on voit toute cette mer de lave là avec ses fumerolles. Donc, toujours une odeur très forte d'œuf pourri. Et cette mer de lave qui va aller jusqu'au fond là-bas. C'est noir, noir. Voilà, là, c'est le lac de Myrvat à 19 km. Donc, une activité volcanique encore présente, non dangereuse, bien entendu, hein, je vous rassure. Mais si on touche certains endroits de la Terre, bien entendu, c'est chaud. Hop, on continue. On revient sur le lac de Myrvat. Donc là, je suis sur mes hauteurs. Tout à l'heure, vous avez vu le film. Voilà ce que ça donne. Un petit volcan à côté. On va faire le tour si on a le temps. Et surtout, on va à Namaskar. Namaskar, c'est connu pour ses grosses marmites de boue et ses couleurs extraordinaires. Je n'ai pas retouché la photo, c'est exactement ça. Donc, c'est de la boue. Je vous ai fait quelques petits films très, très rapides. Alors, vous n'avez pas l'odeur ni le bruit, mais c'est des couleurs donc assez vives. Ça peut être du bleu, du gris, du kaki, du orange, du jaune, du blanc. Et donc, voilà, ça donne ça. Voilà, on se balade avec notre guide dans ces endroits-là. On ne voit pas, mais il y a des petites cordes pour ne pas tomber, bien entendu, dans ces marmites de boue qui sont fort chaudes, des fumerolles. Voilà, des couleurs extraordinaires. Ça donne ça. Et je vais vous faire voir quelques films. Voilà. Le bruit, alors je ne vous l'ai pas mis parce qu'il y avait énormément de vent. Le bruit est vraiment entre le gaz et le bloup-bloup de l'eau. Et c'est assez particulier et assez prenant. Donc, c'est tout simplement de la décomposition des roches volcaniques qui sont transformées en argile. Et puis voilà, c'est pour ça que ça fait des couleurs comme cela. Pas énormément de monde encore en Islande. Il y a de plus en plus de touristes, mais ça va encore, surtout dans cette région-là. Là, j'ai devancé un petit peu, on se calme. Voilà, voilà toujours mes marmites. C'est vraiment les vraies couleurs. C'est vraiment extraordinaire. Là, je suis carrément dans le soufre, dans un nuage de soufre. Voilà, et quelques fumerolles à droite. Vous voyez. Je continue Myrvat, je rejoins le lac
et j'arrive sur Skoutoustasdir, pardon, c'est pseudo-cratère. Pourquoi pseudo-cratère? Parce que derrière, vous avez un vrai cratère, un vrai volcan, vous voyez, il est enneigé. Là, vous avez carrément un tube de magma qui va vraiment jusqu'à le centre de la Terre, si j'ose dire. Là, ce ne sont pas des vrais cratères, puisqu'il n'y a pas de trou à l'intérieur. Ce sont juste des bulles de gaz qui ont été submergées par une mer de lave. Et ensuite, la lave s'est retirée, la bulle a éclaté, et ça a fait des pseudo-cratères. Donc, ça n'a jamais explosé ni rien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ces cheminées-là qui sont uniques au monde. C'est vraiment qu'à cet endroit-là qu'on le retrouve. Ce sont des cheminées, et je vous ai fait une deuxième photo, je vous ai expliqué. Donc, c'est une mer de lave. Là, on voit très bien la mer de lave qui coule sur le lac. Ensuite, du gaz s'est échappé. En s'échappant, ça a refroidi ma lave, donc ça fait un tube. Le tube est monté jusqu'en haut. Ma mer de lave s'est tarie et donc est redescendue. Donc on voit bien la mer de lave qui se descend. Et ensuite, elle s'assèche presque totalement, du moins elle durcit. Et donc ça donne des colonnes qui sont creuses à l'intérieur et qui sont grandes de quelques mètres. Hein. Ça peut monter jusqu'à 3 mètres, 3 mètres et demi. C'est unique au monde. Ensuite, on continue d'Immuborgir. Donc ça, c'est une mer de lave. Ça s'appelle aussi les châteaux sombres. Si vous voulez, ça a été de la lave qui a été figée, notamment par l'eau, parce que le barrage qui était retenu par ma lave a craqué avec la pression de l'eau et donc s'est déversé sur ma mer de lave qui était active derrière, et donc ça a figé cet endroit-là. Donc vous avez des trous, vous avez des petits passages, vous avez des choses extraordinaires. On se balade dans cet endroit-là, c'est vraiment… Et vous allez voir surtout les différents types de lave qui sont présentes dans cet endroit-là. Donc ça, c'était mes châteaux sombres, bien aménagés, vous avez vu, chemin. Et ensuite, on arrive sur la chute de Godaphos. Godaphos, c'est la chute appelée même la chute des dieux, qui est une chute très intéressante, voilà. Non seulement parce qu'elle est grande, mais surtout parce qu'il y a une histoire. Parce que, comme je vous ai expliqué, les Vikings sont arrivés en 870. Donc, hein, c'était mon petit Floki qui est arrivé. Après, donc, plusieurs Vikings sont arrivés. Ils ont fait des colonies. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a des Vikings qui sont arrivés qui étaient christianisés, notamment de l'Écosse et de l'Irlande, et du Royaume-Uni, du moins. Et donc, ils sont arrivés, et les Vikings sont passés au christianisme petit à petit. Et donc, c'est en l'an 1000 où l'Islande est passée de l'époque d'Odin, à l'époque du Christ. Et donc, pour allégeance au Christ, les chefs vikings sont venus à cet endroit-là, à Godaphos, pour jeter tout ce qui était relique de leur dieu. Donc, ils étaient en bois, ça pouvait être en paille, etc., mais surtout en or. Et donc, il y a des objets en or vikings qui sont dans cette chute d'eau. Je vais vous faire voir un petit film, car j'ai un petit film pour vous expliquer. Faire voir ça. Voilà. Il faisait un petit peu froid en septembre en Islande. J'avoue. Il y avait un petit vent, mais ça donnait ça. Hop, ça c'est une autre. On continue. Je vous ai perdu. Je vais mettre là. Voilà. On arrive sur Akureyri. Akureyri, c'est un ancien port de commerce danois du XVIIe siècle, mais surtout, c'est le cercle polaire frôle l'Islande à ce niveau-là. Donc, vous êtes vraiment proche du cercle polaire. C'est un joli port de pêche. Ce qui est intéressant, à l'intérieur d'un fjord, donc protégé, ce qui est intéressant, c'est son architecture. C'est ces petits, on peut faire une petite balade sur le port, etc. Il y a des petits cafés, ils sont ouverts, donc on peut boire une bière et tout là-bas ou autre chose. Mais surtout, c'est le spot, c'est l'endroit où on fait, si vous souhaitez, puisque c'est en option, une balade sur ce programme-là. Sinon, j'ai des programmes où il y a l'option croisière aux baleines. Deux types de bateaux, celui en haut à gauche ici avec un pont, deux ponts, je veux dire intérieur, et un pont aussi intérieur, pardon, et des ponts extérieurs, ou sinon en zodiac. Ça, c'est tout à fait faisable.
C'est la région aussi des chevaux d'Islande. Donc, c'est des chevaux endémiques à l'Islande. Hein. Le cheval d'Islande, c'est un grand poney ou un petit cheval, comme vous préférez. Quoi qu'il en soit, ils ont été amenés par les Vikings, par les premiers Vikings. Et ce qui est intéressant, quand je vous dis que c'est un cheval endémique propre à l'Islande, c'est que c'est depuis le Xe siècle qu'on n'a plus le droit d'amener un cheval en Islande. Et quand un cheval islandais sort d'Islande, il n'a plus le droit de revenir en Islande. Quand vous allez vouloir, si vous voulez faire du cheval et que vous avez votre bombe, c'est ça, c'est la bombe pour ou votre cravache, vos bottes, tout ça, elles sont automatiquement désinfectées à l'arrivée à l'aéroport. Donc, on peut faire du cheval, on a une option là-dessus, on peut faire du cheval en Islande. On peut faire des très belles balades. Ce que je voulais dire, voilà, c'est un cheval qui est robuste, hein, puisqu'il peut passer une partie de l'hiver dehors. Il n'a pas besoin de beaucoup manger. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que autant chez nous, vous savez, on a 3 allures. Nos chevaux, ils ont le trot, le pas et le galop. Là-bas, ils en ont 5. Ils ont notamment le Stolt, qui est un trot assez rapide, où le cavalier sautille, c'est assez marrant de voir, ou l'amble, qui est un petit peu plus lent. Voilà, ça c'était pour le cheval islandais. Après, on va arriver sur un musée folklorique. Je regarde mon temps. J'y suis presque, je suis bon. Musée folklorique. Donc, on visite les fermes du XVIIIe siècle à peu près. Alors, ce que je vous avais dit précédemment, c'est que les Islandais n'avaient pas beaucoup de bois, donc le bois était rare et donc cher. C'était un peuple relativement pauvre, hein. Il y avait beaucoup d'agriculture, mais avec les aléas climatiques et volcaniques, ils étaient pêcheurs aussi. Un petit peu de minerais, mais très très peu, et surtout beaucoup d'importations. Donc, c'est des gens qui ne roulaient pas sur l'or, si j'ose dire. Et donc, c'est pour cela que les constructions minimisaient le bois. Donc, le bois, on le voit, est vraiment pour la partie qui est face au vent ou à la pluie, la plupart du temps. Donc, des intempéries. Et sinon, sur le côté, c'est de la tourbe. Donc, vous voyez, une autre maison où là, on a vraiment rarifié le bois. À l'intérieur, ça, c'était 18e siècle. 18e siècle, c'était une seule salle, voire peut-être 2, avec de la terre battue par terre. Ils étaient vraiment assez pauvres. On continue et on va aller sur le cratère de Grabok. Ce qui est intéressant sur ce cratère de Grabok qui est ici, c'est qu'on va vraiment toucher l'intérieur du cratère. On va monter par un petit chemin qui n'est pas ici. Hein. Ça c'est l'autre qui est en face. Là, j'ai pris la photo du cratère de Grabok. Et c'est exactement le même. Voilà, ça donne ça. Donc, il y a des escaliers, c'est vrai. Mais surtout, je vais pouvoir toucher l'intérieur de ce cratère. Et surtout, tout autour, j'ai une très, très, très belle vue. Et je continue pour aller dans une des plus belles chutes d'eau pour moi. C'est les chutes d'eau de Barnafoss, donc fosse chute d'eau. Pourquoi elle est particulière, cette chute d'eau? Parce qu'elle est étonnante. Elle est étonnante parce qu'elle est déjà disséminée le long de la rivière sur des centaines de mètres. Mais surtout, si on regarde bien cette photo, c'est qu'elle est inexistante. Il n'y a pas d'eau en amont. Pourquoi? Parce que c'était une chute d'eau qui existait déjà précédemment. Il y a une mer de lave qui est venue recouvrir la rivière et donc l'eau, avec beaucoup de temps, est passée par les fissures et donc tout au-dessus de cette chute d'eau, il y a de la végétation, mais il n'y a pas d'eau. Et donc, je vous ai fait un petit film et ça donne ça, voyez-vous? Voilà. Ça, c'est pris le matin. J'étais le premier. C'était magnifique. Et vous voyez, au-dessus, il n'y a absolument pas d'eau. Et ça fait vraiment comme un voile tout le long de cette chute d'eau. Donc, on a visité cette chute d'eau. Ensuite, on continue, bien entendu, on va visiter Reykjavik, donc la petite capitale. On va visiter la cathédrale. Ce qui est intéressant sur cette cathédrale, je ne vais pas dire le nom, hein, vous pouvez le lire de votre côté si vous le voulez. Ce qui est intéressant de cette cathédrale, c'est qu'elle a été construite en béton. Bon, ce n'est pas ce qui a été intéressant, bien sûr. En 1945, la construction a commencé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve deux choses. C'est qu'on retrouve au milieu
mon geyser, bien sûr. Et sur le côté, comme on a vu pour la chaussée des géants tout à l'heure sur les plages de Vic, mes orques de basalte, orques de basalte qu'on retrouve régulièrement en Islande. Donc voilà, c'est une cathédrale qui évoque l'Islande. Le centre-ville relativement petit et moderne. Donc voilà, là, ça c'est mon préféré. Ça, c'est l'opéra de Reykjavik. Il a été construit en 2007. En 2007, ils avaient mis des millions là-dedans. Vous voyez, c'est des alvéoles comme un nid d'abeilles. Très, très joli. Selon le matin, le soir, la lumière, ça change de couleur. C'est magnifique. On peut rentrer à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Vous avez vu, il y a des canapés et tout. Il y en a une très belle vue sur le port. Mais ce qui est marrant, pas marrant hein, dans cette histoire-là, c'est qu'en 2007, ils commencent la construction, ils mettent des millions. Et en 2008, il y a eu la crise. Vous savez, cette crise bancaire qui a fait effondrer de nombreuses banques et bourses, et ben, elle a commencé en Islande. Donc en 2008, pardon, c'était la crise bancaire. 2/3 de la valeur boursière en Islande, c'était les banques. Donc ils ont perdu en un week-end 76% de leur niveau de la bourse. Donc, vraiment, la monnaie s'est écroulée, l'économie s'est écroulée. Et donc, ils avaient construit cet opéra en 2007. Bien sûr, ça a été on arrête tout. Et ils ont finalement fini la construction en 2011, 2007-2011. Maintenant, bien entendu, l'économie va mieux en Islande. On sort en Islande, ils profitent de l'été, nombreuses terrasses, il y a beaucoup de bars avec de la musique, etc. Attention, la couronne islandaise est très chère. Elle varie énormément, mais elle est chère. Une bière, c'est vite 12 euros, on va dire, 10-12 euros. Donc, il faut bien faire une pinte de bière, pas une petite. Voilà, mais on peut se balader. On peut écouter la musique dans les rues, beaucoup de couleurs. Et ensuite, on croise, surtout, on va visiter cette maison à l'extérieur, maison de Hoftli, qui est connue mondialement. Même vous, vous l'avez déjà vue. Et là, vous vous posez la question, vous dites, mais à quel moment c'était? C'était quand? C'était quand? C'était très simple. On a vu l'Islande, on a parlé de l'Islande pour la première fois dans le monde grâce à cette maison-là. C'était en 1986 et c'était Gorbatchev et Reagan qui sont venus se serrer la main pour la première fois. Et c'était en Islande et c'était le début de la guerre, de l'arrêt de la guerre froide. Voilà, on a plusieurs possibilités aussi, pardon. On peut rester un peu plus longtemps à Reykjavik, la capitale. Donc, partir faire une randonnée en cheval, comme je vous ai dit. Aller voir le lagon secret, donc ce sont des sources d'eau chaude, des bains de sources d'eau chaude, très relaxants, magnifiques. On peut aussi visiter des grottes de lave. Donc, on rentre, on vous équipe. Vous voyez en bas à droite, vous avez des casques et une lampe. Et vous rentrez dans le trou en haut à gauche et puis vous allez visiter ça. Ce qui est intéressant, voilà, là j'étais avec mon fils, c'était quelques années avant qu'elle soit exploitée au niveau commercial. Donc nous, on était rentrés comme ça. Hein. C'est que vous voyez la lave qui a fondu la roche. Et donc, ça fait comme des gouttelettes. On croit qu'elles vont tomber, on peut les toucher. Mais en vérité, elles sont extrêmement dures. Voilà, ça donne ça. Donc, on peut faire ces choses-là, on peut visiter. Donc, ça, c'était quand ce n'était pas aménagé. Hein. Hop. Et puis, voilà, on peut rencontrer des renards islandais. Je regarde l'heure, 31, je suis bien. Je vous ai mis quelques photos parce qu'on n'a pas vu beaucoup de maisons. Sur les maisons islandaises, ça donne ça, ça donne ça. Beaucoup de couleurs, ça c'est un autre village, beaucoup d'églises, puisque bien entendu, ce ne sont plus des vrais vikings, ils ne croient plus trop en Odin. Voilà, ça c'était une maison viking. Encore une petite maison viking. Voilà. Remaison viking, toujours la même. À gauche, vous avez, c'était la salle, c'était une seule et même maison, qui est une grande maison où il y avait un feu au milieu, et après, on vivait tout autour. On mangeait, on festoyait, on discutait, etc. Voilà, j'ai fini. Il est exactement la midi et la demi, et je dois être bon. Oui, tu es bon, Stéphane. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, on a vu que sur le chat, il y avait plusieurs questions, notamment sur la période idéale, les hébergements. Est-ce que Julie, tu veux y répondre de vive voix?
Oui, si vous voulez, je peux faire un petit récapitulatif. J'ai répondu au fur et à mesure des questions, donc j'imagine que voilà, la plupart ont eu leur réponse. Il y a eu effectivement la question de la meilleure période. Alors là, pour le circuit qu'on vous a présenté, on sera plutôt sur une période qui va de début mai jusqu'à mi-septembre, on va dire. La meilleure, vraiment idéale, étant plutôt de juin à août pour avoir les journées les plus longues. Voilà. Après, si vous voulez voir, par exemple, les aurores boréales, on va passer sur la période plutôt hivernale, donc à ce moment-là, de novembre à mars. Et l'hiver, nous ne faisons que la partie sud. Donc, on va au maximum jusqu'à Vic. On va aller voir le lagon glacier. On va aller voir le cercle d'or. On va voir toutes les chutes d'eau que je vous ai expliquées qui étaient côté ouest, pardon. Mais on ne va pas côté est. Voilà. Donc, il y avait ça, il y avait autre chose. La nourriture, il y avait la nourriture, il y avait la conduite à gauche ou à droite. Oui, donc la conduite à droite, aucun problème. La qualité des routes. La qualité des routes, on n'a pas de souci. Donc, comme vous avez pu le voir d'ailleurs tout au long des photos, la route numéro 1, elle est accessible vraiment facilement. Elle est bien entretenue. Comme j'expliquais, elle est goudronnée de A à Z. Il n'y a aucun problème. Après, la seule, je te coupe, Julie, c'est pour parler, parce que peut-être que les personnes ont vu des photos, des reportages, tout ça, où on est sur des pistes. Effectivement, il y a des pistes, mais les pistes à 90% sont interdites aux voitures grand tourisme. Donc, vous pouvez faire certaines pistes, ça, elles sont marquées. Mais après, pour rentrer vers l'intérieur, des gens qui disent moi, je vais aller voir plus près le glacier, etc., ou par le nord, descendre un peu plus vers le sud quand vous êtes dans le nord, etc. Il y a beaucoup de pistes et celles-ci, elles peuvent être interdites aux voitures de tourisme. Donc, il faut louer un 4x4. On en loue, on peut vous louer des 4x4, il n'y a aucun problème. Pas besoin de savoir faire du 4x4. C'est juste pour passer des gués, puisque dans ces pistes-là, il n'y a pas de pont. Et généralement, il n'y a pas de pont. Et donc, on passe à gué. On a à peu près, quelquefois, 1 mètre, 1,50 m d'eau, pas grand maximum. Ce n'est pas l'aventure, n'ayez pas peur. Je te laisse, Julie. Oui, il y avait la question aussi de la nourriture. On a répondu d'ailleurs avec Julie aussi de l'agence des Goodies. Très, très bien. On mange très, très bien en Islande. Nous, sur les circuits, les petits déjeuners sont inclus. Le petit déjeuner, c'est le repas principal des Islandais. Ils sont très fournis, on y mange très bien. On va avoir, dans les hôtels, donc on propose c'est des petits déjeuners continentaux, mais vous allez avoir aussi les spécialités islandaises. Donc, par exemple, du hareng fumé au petit déjeuner. Ça paraît bizarre, mais ça passe plutôt très, très bien. Les repas du midi sont légers, du fait que les petits déjeuners sont en général très copieux en Islande. Les repas du midi qu'on nous propose en option sur les circuits accompagnés sont assez légers. Ça peut être une soupe de poisson, un ragoût d'agneau, des choses comme ça, et un dessert. Voilà. C'est moins frugal, on va dire, que les repas à la française. Et les dîners dans les hôtels sont sous forme de buffet, donc on y mange très bien. Bien entendu, on va trouver du poisson, on est sur une île. L'agneau est une grande spécialité en Islande et il est très, très bon. On a vu les langoustines aussi et non pas les homards sur la côte Est. Voilà, ça c'est aussi une très bonne spécialité. Voilà, donc c'est très varié, on y mange bien. Les accompagnements, c'est comme dans beaucoup de pays du Nord, on trouve beaucoup de pommes de terre, voilà, des légumes qui sont facilement cultivables. Les brocolis. Et le brocoli, beaucoup de brocoli à la vapeur. Et après, surtout, bien sûr, si vous êtes en Islande, il faut goûter le requin du Groenland. Alors, le requin du Groenland… je voulais te laisser en parler parce que je sais que c'est ton petit plaisir. J'adore surtout le partager. On vous en donne un petit carré comme ça et n'en demandez pas plus. Alors, maintenant, il y a un petit peu… J'ai été déçu parce que je suis allé dans certains restaurants où on nous en servait, mais il était un petit peu pour les touristes. Moi, j'ai mangé le vrai requin du Groenland. Donc, c'est un requin assez particulier puisqu'il n'a pas d'ouïe. Il respire par la peau. Et donc, ça lui donne un goût assez particulier. Et surtout, on mange la peau et la graisse. On le découpe comme ça, on le laisse sécher. J'ai vu des Islandais qui carrément l'enterraient aussi. Mais sinon, on le laisse sécher 4 à 5 mois. Et ensuite, on le coupe, on met des petits dés comme ça, et on le mange. Et surtout, on boit une sorte d'alcool de pomme de terre comme un aquavit.
Et parce qu'il faut boire, parce que c'est un produit assez fort. Je confirme. C'est pas très… Voilà, on le goûte et ça ne va pas plus loin. Mais sinon, on mange très bien en Islande. Voilà. Comment on s'habille en Islande? Là, on voit la photo, mais là, j'ai triché. Ça, c'était plutôt fin septembre. Fin septembre, début octobre. Mais quoi qu'il en soit, on est en plein milieu de l'océan, donc il peut faire les 4 saisons en une seule journée. Un petit peu comme on est proche du cercle polaire, donc un petit peu comme le Norvège au Cap Nord, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de vent, quelquefois, il peut pleuvoir et 5 minutes après, il fait super beau. Donc, comme les oignons, comme je dis chaque fois, c'est une veste. Là, vous voyez, j'avais une veste Kawaii. Dessous, j'ai un polaire que je peux ouvrir et j'ai une chemisette ou un t-shirt. Voilà. Des chaussures, ce sont des baskets ou des chaussures de marche. Même le soir, pas besoin d'être habillé en Islande. C'est la bonne franquette. Et puis, voilà, des vêtements où on est à l'aise. Et puis surtout, on peut laisser les choses dans l'autocar. Au niveau sécurité, vous risquez absolument rien en Islande. C'est vraiment extraordinaire là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Julie, sur lesquelles… Il y avait notamment sur les conditions pour rentrer en Islande. Alors, j'ai dit par rapport au Covid. Par rapport au Covid, si vous êtes vacciné et que vous avez la preuve que vous êtes vacciné en anglais, hein, attention, il faut que ça soit rédigé en anglais, vous avez le droit d'aller en Islande dès demain. Voilà. Je crois qu'il faut attendre quand même 3 semaines ou 4 semaines après avoir eu la deuxième injection. Hein. Il faut vérifier. Ça, de toute façon, vous l'avez sur le site de l'État.gouv, sur le ministère des Affaires étrangères. Je vais y arriver. Donc, si vous êtes vacciné, vous pouvez y aller dès à présent. Un petit test Covid, pof, pof. Vous attendez un quart d'heure, il vous dit que c'est bon et après, c'est parti. Vous n'avez pas de quarantaine, rien à faire. Après, bien entendu, quand vous revenez en France, bien sûr, comme vous arrivez en France, rebelote, un petit test Covid et c'est bon. Mais si vous avez été vacciné et surtout si vous l'avez eu aussi et que vous avez la preuve que vous l'avez eu, toujours une preuve en anglais, vous avez le droit de partir en Islande et on a des touristes actuellement français qui sont en Islande et qui ont le droit d'aller voir ce magnifique volcan, comme je vous l'ai dit en préambule, qui est en activité actuellement. Est-ce qu'il y a autre chose, Laurence? Alors, les questions, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si, messieurs, dames, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bon. Je vous rappelle que la visioconférence sera disponible en replay sur notre blog Bleu Voyage, dans quelques jours, si vous voulez revoir Stéphane présenter l'Islande. C'était magnifique, en tout cas, Stéphane. Merci. Voilà, je suis désolé, j'ai parlé un petit peu vite. Les films étaient très courts. Mais bon, j'avais que 45 minutes. Donc, voilà. Mais j'espère que vous allez bien profiter sur place. N'ayez pas peur de demander à votre agence de voyage, Bleu Voyage, parce que s'ils ne connaissent pas, ils ont notre contact. Donc, on vous répond assez rapidement si vous avez des questions, tout ça. Ils ont les dates de départ. Vous avez vu, on a plein de programmes en pension complète, en demi-pension, celui qui ne veut pas beaucoup rouler, celui qui ne veut pas changer beaucoup d'hôtel, celui qui veut faire que la partie ouest, qui est vraiment extraordinaire. La partie ouest, je n'en ai pas parlé, mais moi, je suis resté 15 jours. C'était il y a 2 fois. Ce n'était pas la dernière fois, c'était l'avant-dernière fois. Je suis resté 15 jours que dans cette partie ouest. C'est la mini-Islande. Et surtout, rien que pour vous allécher, c'est là où Jules Verne avait situé Visite au centre de la Terre. C'était là-bas qu'on rentrait, au centre de la Terre. Voilà. Mais après, c'est des choses extraordinaires. Merci beaucoup de votre attention. Il y a beaucoup de messages de remerciements. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci à toutes les équipes. Merci à tous nos clients. Et puis au prochain Before. Le prochain Before, Virginie? Alors, ce ne sera pas la semaine prochaine, ce sera plus tard. Donc, ils recevront les invitations. On garde la surprise. On garde la surprise. Donc, on n'en dit pas plus. Suivez-nous sur les réseaux sociaux également, sur Facebook et Instagram. On annonce les prochains Before. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Très bien.